Bon, ouais, ça et tout, me voilà de retour. Bon, je m'étais arrêté à le port. Quand le port, par exemple, c'est aussi un problème qui cause beaucoup de trafic routier, tout ça, parce que tous les marchandises, les conteneurs qui débarquent dans le port, tout ce qui doit être embarqué et débarqué. Cela veut dire aussi des va-et-vient des camions et des transports, tout ça. Il faut désengorger tout ça, il faut le sortir et le mettre le port de Djidjel qui a les normes internationales. Et le port d'Alger le laisser strictement pour des activités, on va dire, de pêche ou la artisanale ou là, je ne sais quoi. Ça aussi, ça euh, ce que j'aimerais dire aussi, c'est comme dans toutes les capitales du monde, vous avez la capitale économique et la capitale culturelle. Comme en Écosse, vous avez Glasgow, Édimbourg. En Hollande, vous avez La Haye, c'est la capitale administrative. Vous avez Amsterdam, il y a aussi Bonn, Berlin, il y a plein, je peux citer plein. Pourquoi ne pas faire pareil en Algérie? C'est-à-dire, il faut avoir une capitale économique. On va la sortir, on va dire, à 100, disons, à 200 km. Je crois qu'il en était question vers la région de Djelfa, c'est ça, dans la plaine, tout est plat. Là-bas, construire une ville économique et concentrer tout ça là-bas. Et Alger sera une capitale culturelle et touristique. Et ça, si on fait ça, on peut résoudre le problème de le logement, la circulation, la densité sur le mètre carré, tout ça. Mais il n'y a pas qu'Alger en Algérie. Si on multiplie tout ça au niveau national, comment on peut faire ça? Si dans chaque région, dans chaque grande wilaya qui englobe toutes les villes aux alentours, là-bas on assurait le logement et le travail et tout ce qui est nécessaire pour une vie décente. Il faut que l'eau arrive, l'électricité arrive, il faut qu'on construise des écoles, il faut que surtout que les gens puissent travailler sur place et qu'ils peuvent se soigner sur place. Et lorsqu'ils ont envie de faire ils doivent aller récupérer des papiers, l'administration, tout ça, tout est sur place. Ça va empêcher les gens d'aller vers les grandes villes, et notamment Alger, et construire des baraques sur le bord de route et ensuite revendiquer des logements qui devraient revenir à d'autres qui étaient là, qui sont nés là-bas et qui va nous amener aux émeutes qu'on a connues hier. Et là, je vais développer. Parce que, en fait, les émeutes d'hier et d'avant-hier du logement, tout ça, ne devrait pas être un problème, mais c'est un problème parce que nous avons affaire à un régime totalitaire, un régime véreux, un régime corrompu, un régime mafieux. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque vous voyez que ces gens-là, ces nantis du pouvoir, je sais que ça va déplaire à certains, mais je m'en fous royalement que ça vous déplaise, parce que apparemment ça vous plaît l'Algérie, des villas au Club des Pins, à Mouriti, des voyages et les visas à gogo, ça vous plaît. Et c'est pour ça que ce discours vous dérange et moi je vous dis, je m'en fous complètement. Et je dirai ce que je pense. Alors, comme je vous disais, ces gens-là, imaginez une famille. On prend une famille moyenne d'un colonel ou là d'un ministre ou là. Vous ajoutez leur famille élargie, ensuite leurs amis proches et leur cercle d'affaires. Tout ça, tous ces gens-là, une personne qui est par hasard colonel ou général, les sert. Comment il les sert? Alors, vous avez une famille qui a trois quatre appartements. Vous avez un couple qui a trois enfants, et chaque enfant a son appartement ou deux. Et la famille possède deux ou trois villas, plus la villa au bord de l'eau, plus la villa à l'étranger. Et vous avez des millions de gens, la masse, l'Algérie d'en bas, comme ceux de Diar Sims,
qui habitent toujours dans la même maison familiale que leurs parents ont acquis après l'indépendance et qui se retrouvent entassés à 8, 10, 12 personnes avec des hommes et des femmes qui atteignent l'âge de 40 ans et qui ne peuvent aller ailleurs, qui depuis des années font des démarches pour se loger, ils ne se logent pas. Et pourquoi ils ne se logent pas? À cause d'abord de la corruption qui commence par le sommet, mais malheureusement cette corruption, elle va du sommet jusqu'en bas. C'est ça le drame. Et je m'explique. Lorsque vous avez un simple responsable de l'habitat, directeur ou je ne sais quoi, qui a la responsabilité, ou un maire ou là je ne sais quoi, qui a la responsabilité et qui reçoit 500 logements et qui doit les donner aux gens nécessiteux. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, d'abord, le projet n'est même pas fini, c'est-à-dire les immeubles ne sont même pas prêts, qu'il reçoit des coups de fil. T'as flan ou flan. Les 2 ou 3 appartements, c'est normal, les remet de côté contre Rchoua, il lui donne 100 millions, 50 millions. Déjà, sur les 500 logements, 300 vont disparaître, et il n'y aura que 200 qui vont distribuer aux nécessiteux. Les 300 autres personnes qui attendent depuis 20-30 ans, on leur dira la Raleb, il n'y a pas de logement, et le lendemain, ils vont débarquer dans le logement des gens étrangers qui ont de l'argent et qui ont acheté cet appartement qui, au départ, qui est un logement social qui devait coûter 200 millions de centimes, puisqu'il est passé par la corruption, par plusieurs intermédiaires. Quand je dis intermédiaire, il passe par le général Flani, le colonel Flani, il passe par les spéculateurs, par les agences mobilières, par le maire véreux, par le simple agent derrière son guichet, tout ça et tout ça, tous ces intermédiaires. Et cette opération se répète à chaque fois, même si on va dire que le régime il a la volonté de résoudre le problème de logement, il construit vraiment avec l'idée que ce logement doit aller aux nécessiteux, et bien la corruption passe par là. Vous avez toute une chaîne de véreux et à tous les échelons. On n'accuse pas seulement le sommet, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça passe par toutes sortes de véreux et qui vont tous se sucrer. Et à l'arrivée, il n'y a pas de logement pour celui qui est censé recevoir le logement, et c'est comme ça que vous avez une révolte populaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce problème de logement n'est que le reflet de ce qui se passe en Algérie. Ce problème-là, vous pouvez le multiplier dans tous les autres domaines. C'est pareil. C'est pareil pour travailler, il faut le marifa. Pour avoir un poste, il faut le marifa. Pour n'importe quoi, il faut le marifa. Et tout ça parce que vous avez en face un régime qui ne veut pas d'un état de droit. Et tous les dépassements sont dus au fait que nous ne vivons pas dans un état de droit, parce que qui dit état de droit dit des règlements clairs qui sont applicables pour tout le monde, même si tu es président, comme ici aux Pays-Bas. La princesse, un jour, elle a eu un accident avec un cycliste, et bien elle est passée devant la justice, elle a payé parce qu'elle était fautive, ni flène ni flène. Et s'il y a un état de droit, c'est ça la solution pour l'Algérie, un état de droit. S'il y a un état de droit, le reste suit. Parce que si tu as droit à quelque chose, tu l'auras, et si tu as des devoirs, tu assumes. C'est ça un état de droit. C'est pas un état de flène, 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 تاع بوتفليقة وخو سعيد وجنرال لوبيا وجنرال حشيشة وجنرال فلان وفلان وبني عميس ولي كود فيل tout ça تاع une société à plusieurs niveaux تاع la nomenclatura وتاع صحابهم وتاع les nantis وتاع les nabab. Bon, oula, le temps passe vite. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je termine ou je vous fais une troisième vidéo? Bon, allez, je crois que je vais revenir pour terminer. Allez, tout à l'heure. Ça aide.